Et bonsoir, on se retrouve pour l'épisode 24 de Pierre après Pierre. Aujourd'hui je suis pas beaucoup sorti parce que ça a vraiment saucé dehors. Du coup là je sors de 3-4 heures de vélo d'appartement. Je suis un petit peu rincé mais j'avais envie de lire un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite lecture d'un livre que j'ai déjà lu mais un passage que je me souviens plus trop. Et je me suis dit bah je vous le lirai et on va voir ce que ça donne, on va faire une petite expérience, hein. Du coup, je vais vous lire un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc ça fait un peu cucu comme titre ou un peu trop sérieux, mais le livre est vraiment super intéressant et je vous le conseille. Je l'ai acheté en occasion, je pense que ça se voit, et ça vaut vraiment le coup. Du coup, je vais vous lire un passage du chapitre 5. Donc on va commencer par le début, c'est l'habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Alors, je vais vous faire la petite lecture. Imaginez que vous ayez des problèmes de vue. Vous vous rendez chez l'ophtalmologue. Vous lui expliquez brièvement votre cas. Il ôte alors ses lunettes et vous dit: Tenez, prenez celle-ci. J'en ai une paire de rechange à la maison. Elles m'ont rendu de très grands services. Vous chaussez ces lunettes et, bien entendu, vous répliquez aussitôt: C'est pire que tout. Je n'y vois rien. L'ophtalmologue aura beau insister en vous répétant que ces lunettes lui étaient très utiles et qu'elles vont vous rendre la vue, vous n'y verrez pas plus clair pour autant. Vous repartirez en éprouvant une certaine méfiance. Un ophtalmologue qui prescrit des verres sans même avoir fait de diagnostic, c'est impensable. Pourtant, combien de fois agissons-nous de la sorte? Le dialogue suivant, par exemple, ne vous rappelle-t-il rien? Mais qu'est-ce que tu as? Tu sais, tu peux me le dire. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, je peux comprendre. Non, maman, laisse-moi, tu vas encore trouver que je suis ridicule. Mais non, tu sais bien que je t'aime plus que tout. Pourquoi as-tu l'air si triste? J'en ai marre des études. Tu en as marre des études? Mais enfin, tu te rends compte que les études c'est ton avenir? Tu devrais essayer de faire un peu plus d'efforts. Regarde ta sœur. Tu sais, tu devrais essayer de mener une vie plus disciplinée, ça t'aiderait. Bref, pause. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Nous avons trop souvent tendance à nous emballer, à donner des conseils avant même de connaître le fond du problème. Pour résumer le principe essentiel que j'ai retenu dans mes recherches sur la communication interactive, je dirais ceci: cherchez à comprendre avant de vous faire comprendre. Ce principe est la clé de toute relation constructive. Sous-partie caractère et communication. En ce moment, vous êtes en train de lire un livre que j'ai écrit. Écrire, lire, voilà deux formes de communication. Parler et écouter en sont deux autres. Pensez un peu à toutes les heures que nous consacrons à ces quatre types de communication. Il est donc important, si nous voulons mener une vie constructive, de savoir communiquer. Nous consacrons des années à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il nous faut des années pour apprendre à parler aussi. Mais apprend-on jamais vraiment à écouter? Quelle éducation, quelle méthode nous enseigne-t-on à... quelle méthode nous enseigne à écouter afin de comprendre un autre être humain en nous basant sur son propre vécu? Bien souvent, nous n'apprenons pas cela. Les quelques formations à l'écoute que l'on propose reposent souvent sur l'éthique de la personnalité et ignorent la base de toute communication, le caractère de chacun et les rapports entre les interlocuteurs. Si vous souhaitez interagir avec moi, entre parenthèses, ou votre conjoint, virgule, ami, virgule, enfant, virgule, associé, fermez la parenthèse, de façon constructive, si vous voulez me persuader de vos conseils, vous devez essayer de me comprendre sans hypocrisie. Si je ressens une duplicité de votre part, je ne me sentirai pas assez en confiance pour m'exprimer. Votre conduite sincère reste la seule clé de votre influence sur moi. Elle découle de votre caractère, de ce que vous êtes réellement, et non de ce que les autres prétendent voir en vous, ou ce que vous-même essayez de me prouver. C'est en fonction de ce que votre véritable caractère et vos efforts de communication représentent pour moi que je peux acquérir ou non une certaine confiance en vous. Tant que je ne peux pas me montrer ouvert face à vous, tant que vous ne comprenez pas mon caractère, ma situation et mes sentiments, vous ne pourrez pas me conseiller. Ce que vous direz sera sans doute juste et réfléchi, mais n'aura aucun lien avec mon cas. Vous aurez beau me dire que vous m'appréciez, que vous voulez m'aider, je n'obtiendrai de vous que des mots.
et je ne pourrais pas me fier à ses mots. Je serais trop agressif, trop défensif, entre parenthèses, peut-être coupable ou craintif, pour me laisser persuader. Même si au fond de moi-même, je sais bien que j'ai besoin de votre avis. Tant que vous n'essayez pas de me comprendre, vos conseils resteront sans intérêt pour moi. Vous devez pouvoir m'écouter en vous identifiant à moi. Pour cela, vous devez faire preuve par votre caractère de tolérance, de sincérité, afin que nos comptes affectifs soient régulièrement crédités et qu'une relation de cœur s'instaure entre nous. Sous-partie suivante, écoute par empathie. Pour chercher d'abord à comprendre, il nous faut opérer un changement de paradigme considérable. En effet, la plupart du temps, nous essayons d'abord de nous faire comprendre. Nous écoutons trop souvent dans l'intention de pouvoir ensuite répondre. Nous parlons ou nous nous préparons à parler. Nous filtrons, à travers nos propres paradigmes, ce que nous entendons et nous projetons notre autobiographie sur les expériences de ceux que nous prétendons écouter. Nous projetons nos propres expériences sur les comportements des autres. Nous prescrivons aux personnes avec lesquelles nous interagissons de porter notre paire de lunettes. Lorsque nous avons un problème avec quelqu'un, enfant, conjoint, collègue de travail, notre attitude consiste à penser « il ou elle ne peut pas comprendre ». Un adulte me disait un jour « Je ne comprends pas ce qu'a mon fils, il ne veut plus m'écouter ». Je répondrai en reformulant sa pensée « Si je vous comprends bien, vous ne comprenez pas votre fils parce qu'il ne vous écoute plus. » « Oui, c'est ce que je veux dire, » répliquait le père impatient. Je pensais que pour comprendre quelqu'un, c'était à vous d'écouter cette personne. Il réfléchit un long moment et reprit. En fait, je le comprends, je suis passé par là moi aussi. Mais ce que je ne comprends pas, je crois, c'est la raison pour laquelle il ne veut plus m'écouter. En réalité, cet homme n'avait pas la moindre idée de ce qu'il se passait dans la tête de son fils. Il ne cherchait la réponse que dans sa tête à lui, et il croyait y voir le monde et les pensées de son fils. Nous avons tendance à écouter de cette manière. On compte en général 4 niveaux d'écoute. On peut ignorer l'autre, c'est-à-dire ne pas écouter du tout. On peut faire semblant d'écouter en acquiesçant de temps à autre. On peut procéder par écoute sélective et ne retenir que certains passages de la conversation. Ceci est très courant lorsque nous écoutons les bavardages continuels de jeunes enfants. On peut également écouter attentivement, mais ne prêter attention qu'aux mots. Il existe pourtant un 5e niveau d'écoute, l'écoute par empathie, par laquelle vous vous identifiez à votre interlocuteur pour le comprendre. Attention, quand je parle d'identification, je ne pense pas à toutes ces techniques d'écoute qui préconisent que l'on imite le discours de son interlocuteur. Ce type d'écoute repose sur des tactiques qui font peu de cas du caractère de chacun et de l'état des relations. Souvent, écouter de cette manière représente une sorte d'insulte pour celui qui est écouté. Même si vous n'interprétez pas sciemment ces paroles selon votre propre vécu, votre intérêt dans la conversation est cependant personnel. Vous écoutez pour répondre, contrôler, voire manipuler. Lorsque je parle d'identification, je veux dire qu'il faut véritablement se mettre à la place de l'interlocuteur pour le comprendre. Le paradigme est totalement différent. Vous imaginez du point de vue de votre interlocuteur pour voir le monde à sa façon, pour comprendre son mode de pensée et ce qu'il ressent. Empathie ne signifie pas non plus sympathie. La sympathie est le sentiment de compassion qui l'accompagne, constituant une forme d'acceptation de jugement. Effectivement, dans certaines situations, c'est la seule réponse possible, mais on se raccroche trop souvent à ce sentiment. On en devient dépendant. Lorsque vous essayez de véritablement comprendre quelqu'un en vous mettant à sa place, vous n'allez pas être d'accord avec lui, mais vous devez chercher à comprendre cette personne en profondeur, à saisir ses sentiments, son raisonnement. Et cela exige bien plus que de simplement entendre, retenir ou même comprendre les mots prononcés. Les spécialistes en communication estiment que seuls 10% de la communication passe par les mots, 30% par les divers et autres sons que nous émettons et 60% par notre corps. Il nous faut donc écouter avec nos oreilles, mais aussi et surtout avec nos yeux et notre cœur. Il faut écouter les sentiments, les sens, le comportement, en se servant tout autant de l'hémisphère droit de notre cerveau que du gauche. On recueille ainsi des données exactes à partir desquelles nous pouvons progresser
car nous communiquons avec la nature profonde de notre interlocuteur. D'autre part, écouter en s'identifiant à l'autre crédite les comptes affectifs. Parfois, on s'efforce en vain de gagner la confiance de quelqu'un pour voir finalement cette personne se méfier de plus en plus parce qu'elle ressent nos efforts comme un dévouement intéressé, comme de la manipulation ou de la complaisance. L'écoute par empathie constitue en elle-même un approvisionnement des comptes. Cela permet à votre interlocuteur de respirer, cela lui apporte de l'air neuf. C'est déjà une forme de thérapeute. C'est déjà une forme de thérapeute. C'est déjà une forme de thérapeutique. Ok. Si la pièce où vous vous trouvez venait à se vider de tout air, plus rien au monde ne vous importerait que de respirer, que de survivre. La survie physique serait l'unique motivation de toute action. En ce moment, vous pouvez respirer normalement, donc vous ne cherchez pas à respirer. Vous n'êtes pas motivé pour cela. Seuls les besoins non satisfaits motivent. Or, les deux besoins primordiaux de l'homme sont, tout d'abord, la survie physique, puis la survie psychologique, entre parenthèses, être compris, accepté, apprécié, fermez la parenthèse. Lorsque vous écoutez quelqu'un en adoptant son cadre de référence, vous favorisez sa survie psychologique, vous lui fournissez de l'oxygène. N'oubliez pas que ce besoin fondamental d'oxygène psychologique influe sur tous les aspects de la communication dans notre vie. Je me rappelle avoir enseigné cette notion d'oxygène psychologique lors d'un séminaire et d'avoir eu confirmation de mon opinion le jour suivant en discutant avec l'un des participants. Cet homme me raconta une importante négociation qu'il avait conduite. Pendant les cours du matin, j'avais invité tous les participants à écouter leurs interlocuteurs toute une journée en essayant de s'identifier à eux. Ce stagiaire s'était rendu à une négociation en pensant qu'il allait perdre le contrat. Tout semblait contre lui. Il essaya toutes les techniques de vente possibles avec l'intention de retarder la décision. Mais ses interlocuteurs étaient pressés de conclure. Mis assis au pied du mur, il décida finalement de tenter l'expérience que j'avais proposée le matin. Il demanda franchement « Pourrions-nous discuter encore de tout ça ? J'aimerais être sûr de comprendre vos préoccupations dans cette affaire. Lorsque vous penserez que je les ai véritablement comprises, nous pourrons ensuite rediscuter le contrat lui-même. » Il s'efforça ensuite de se mettre dans la peau de son interlocuteur, de reformuler tout ce qu'il avait retenu de leur conversation. Et au milieu de la discussion, son interlocuteur l'informa qu'il acceptait le contrat. Par le simple fait d'apporter de l'oxygène psychologique, le stagiaire avait crédité son compte de confiance. Dans ces conditions extrêmes, la dynamique humaine fait toute la différence et prend le pas sur les techniques de négociation. Bien entendu, chercher d'abord à comprendre autrui, à établir le diagnostic avant de rédiger l'ordonnance, se révèle plus difficile que de donner la lunette à celui qui, selon nous, n'a pas une bonne vue. Mais cet effort respecte l'équilibre production-coût de production, car on ne peut pas produire de résultats interdépendants sans comprendre ce qui anime ceux avec qui nous agissons. Et il n'existe pas de capacité de production collective et véritablement interdépendante sans harmonie entre cette compréhension et nos actions. Écouter en s'identifiant à l'interlocuteur engendre également un risque de vulnérabilité certain. Pour mieux écouter, il faut rester ouvert à ce que l'on entend. Ainsi, pour influencer, il faut se laisser influencer. Pour cela, il faut avoir à l'origine une grande confiance en soi et vouloir réellement comprendre autrui. Les habitudes 1, 2 et 3 sont à ce niveau essentielles. Elles procurent cette sécurité interne qui permet à toute personne d'envisager ensuite de tels risques avec force et tranquillité. Sous-partie suivante, diagnostic et prescription. Aussi difficile à appliquer qu'il soit, ce principe, comprendre d'abord, reste valable dans la majorité des domaines de la vie. Il l'est pour de nombreuses professions comme celle des médecins. Accepterez-vous de prendre des médicaments prescrits par un médecin qui ne vous aurait ni ausculté, ni écouté, qui ne saurait pas que tels produits sont contre-indiqués dans votre cas? Lorsque vous n'avez pas confiance dans le diagnostic, vous vous méfiez aussi de l'ordonnance. Comme le médecin, le vendeur doit également s'efforcer de comprendre les préoccupations, les besoins et la situation de ses clients. Les vendeurs amateurs vendent des produits. Les vrais commerciaux vendent des solutions adaptées aux problèmes et aux besoins de leur clientèle. Le professionnel doit apprendre à diagnostiquer
à comprendre, à faire le lien entre les besoins du consommateur et son envie et son produit ou service. Il doit aussi faire preuve d'une grande intégrité pour pouvoir dire dans le cas échéant, non, vraiment mon produit ne vous conviendra pas. Les concepteurs de produits étudient d'ailleurs les goûts et les besoins des consommateurs avant même de concevoir un produit. S'ils travaillaient autrement, ils courraient à leur perte. De même, un ingénieur analyse le terrain avant de s'engager à construire un pont. Un professeur teste le niveau de sa classe avant d'entreprendre l'enseignement. Un élève cherche à comprendre les règles avant d'effectuer un exercice. Un bon père s'efforce de comprendre ses enfants avant d'évaluer leurs performances ou de les juger. Un bon jugement ne peut reposer que sur la compréhension. Celui qui juge d'abord ne comprendra jamais entièrement son interlocuteur. Si ce principe s'applique dans tous les domaines de la vie, c'est dans les relations humaines qu'il donne les meilleurs résultats. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a une petite histoire après qui est super intéressante que je vous lirai une prochaine fois. Et je vous ferai sûrement, en plus de la lecture, un petit commentaire là-dessus, une petite discussion après la lecture. Mais là, je suis un petit peu fatigué ce soir et je voulais tester une petite lecture en direct, enfin pas vraiment en direct, mais que je partage avec d'autres personnes. Et ouais, bah, ce sera tout. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, j'avoue, j'ai aucune idée. Je vais la poster, je vais l'écouter moi-même déjà. Ça va être intéressant. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et il y aura une suite à cet épisode. Parce que je sais que la suite est super intéressante. Enfin, en tout cas, l'exemple suivant, la petite histoire suivante est super intéressante. Donc voilà. Bonne soirée à vous et encore une fois à demain. Bisous.